La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette formation sur les oméga 3. Alors, on va commencer avec quelques définitions sur ce que sont les oméga 3. Si le PowerPoint accepte de marcher. C'est parti. Alors, les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont plusieurs doubles liaisons. On a les monoinsaturés aussi, qui sont les oméga 9 qu'on trouve plutôt dans l'huile d'olive. Et les polyinsaturés, il y a deux familles, les oméga 3 et les oméga 6. Pour vous simplifier la vie, je vais caricaturer un petit peu. Les oméga 3, c'est les gentils, et les oméga 9, c'est les méchants. Alors, on va déjà voir ce qu'est un acide gras polyinsaturé et quelles sont ses propriétés. Ensuite, la bataille entre les oméga 3 et les oméga 6. Et après, on parlera des différentes sources végétales ou animales. Alors, un acide gras polyinsaturé, ça veut dire qu'il y a plusieurs doubles liaisons. Donc déjà, il faut se remettre dans l'idée à quoi ça sert ces acides gras. Ces acides gras, ils composent les membranes cellulaires. Si vous vous rappelez vos cours de prépa, en gros, c'est la bicouche lipidique, ce qui sépare l'intérieur de la cellule du milieu extérieur. Et dans cette bicouche lipidique, les acides gras donc, ils font l'isolation, et ceux qui ont plusieurs doubles liaisons, ils ont la particularité de ne pas être rectilignes. Ils vont avoir une angulation, et cette angulation, elle va permettre la fluidité membranaire. Donc les acides gras insaturés, et particulièrement les polyinsaturés, ils vont permettre une plus grande fluidité membranaire. Ce qui est très utile, parce que si vous vous rappelez vos cours de prépa, il y a plein de choses qui circulent dans la membrane cellulaire, et donc plus ça va être fluide, et mieux la membrane cellulaire va jouer son rôle, mieux ça va fonctionner. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est des acides gras oméga 3. Ça veut dire quoi oméga 3? Ça veut dire que la première double liaison, elle est à 3 carbones en partant de la fin. Donc vous allez vite le comprendre que du coup les oméga 6, c'est pareil, sauf que la première double liaison, elle est à 6 carbones en partant de la fin. Pourquoi ils sont dits essentiels? Parce que le corps humain ou tous les organismes animaux ne savent pas synthétiser ces acides gras, ils ne savent pas mettre une double liaison à 3 carbones en partant de la fin ou à 6 carbones en partant de la fin. En revanche, après, on sait désaturer, c'est-à-dire rajouter des doubles liaisons et élonguer, donc faire des acides gras plus longs. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'EPA, qui a 20 en haut, qui a 20 carbones, 5 doubles liaisons. Et en dessous, c'est le DHA, qui a 22 carbones et 6 doubles liaisons. Et donc ceux-là, on sait à peu près les synthétiser à partir de leurs précurseurs végétaux qui sont plus courts, parce qu'on sait allonger et parce qu'on sait désaturer. En revanche, si on n'a pas les précurseurs, donc le premier qui a une double liaison à 3 carbones, eh ben on ne peut pas le faire parce qu'on ne sait pas mettre de double liaison à 3 carbones. Donc voilà pour le rôle des oméga 3. On verra aussi après que les doubles liaisons, elles ont quand même pour particularité d'être fragiles, parce que si vous vous rappelez vos cours de biochimie, ou de chimie tout court, elles peuvent facilement s'oxyder et se remettre en fait avec des hydrogènes et devenir des liaisons simples. Donc ça va être une particularité qu'on va observer après. Alors ces deux familles, la famille des oméga 6 et des oméga 3, comment ça marche? On les met en parallèle parce qu'en fait, elles utilisent les mêmes enzymes. Donc on a vu que dans le règne végétal, c'était les oméga 3 et les oméga 6 à chaîne courte. Donc en haut du graphique, vous avez du côté des oméga 3 l'ALA, l'acide alpha-linolénique, qui a 18 carbones, 3 insaturations, et c'est un N-3, ça veut dire un oméga 3, première double liaison au troisième carbone. Et à gauche, l'acide alpha-linoléique, qui est 18 carbones aussi, seulement 2 insaturations, N-6, un acide gras de la famille des oméga 6. Et donc ces deux-là, c'est ceux qu'on appelle les acides gras essentiels, parce que c'est ceux qu'on ne sait pas synthétiser. Mais à partir de cela, avec les enzymes que vous voyez au milieu, donc la delta-6 désaturase, l'élongase, la delta-5 désaturase, la delta-4 aussi, on peut fabriquer les autres, donc ceux qu'on va appeler les acides gras animaux, donc ceux à longue chaîne. Mais ce que vous voyez surtout, c'est que les enzymes, c'est les mêmes pour les deux familles. Donc ils vont être en compétition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous mangez trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, ben les oméga 6 ils vont monopoliser toutes les enzymes et vos oméga 3, vous n'arriverez pas à synthétiser ceux à longue chaîne. C'est pour ça que ça va être très important le rapport oméga 6 sur oméga 3.
Donc, qu'est-ce qui est aussi important à voir dans ce schéma? Donc, en dehors de retenir les noms de ceux végétaux, à gauche, le deuxième végétal dans les oméga-6, le GLA. Il faut un peu le retenir. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, on parle des oméga-3, mais quand même, pour votre culture générale, le GLA, c'est le seul acide gras oméga-6 qu'on va bien aimer. Je vous avais dit tout à l'heure, les oméga-6, c'est les méchants, c'est pour vous simplifier la vie. En vrai, il y a quand même le GLA, que moi j'appelle le traître à son plan, qui est un acide gras oméga-6 très sympa et qui marche bien en dermato, pour tous les problèmes de peau et de poils. Donc, il est intéressant, on va le trouver dans l'huile de bourrache ou l'huile de nacre. Les autres, ce sont des acides gras plutôt pro-inflammatoires, c'est pour ça qu'on considère qu'ils sont moins sympas que les autres. En revanche, ils sont quand même essentiels parce que l'inflammation est essentielle à l'organisme. Donc vous allez voir après, plus bas, il y a l'acide arachidonique, celui qui est écrit AA, celui à 20 carbone et 4 doubles liaisons. L'acide arachidonique qui est essentiel chez le chat. Pourquoi? Parce que le chat, ses delta-6 et delta-5 désaturase ne fonctionnent pas très bien. Donc il ne va pas savoir, à partir de l'acide alpha-limonénique, synthétiser son acide arachidonique. Ce qui fait qu'en parallèle, le PA qui est du côté des oméga-3, si ces delta désaturase ne fonctionnent pas très bien, il ne sait pas non plus le faire. Donc chez le chat, l'acide arachidonique est considéré comme un acide gras essentiel parce qu'il ne sait pas synthétiser. Donc de facto, on devrait considérer le PA et le DHA après comme des acides gras aussi essentiels chez le chat, parce que s'il n'a pas les enzymes pour une famille, il n'a pas les enzymes pour l'autre famille. Donc voilà ce qu'il y a à retenir à peu près dans ce schéma. Vous voyez, les acides gras végétaux en haut, les acides gras animaux en bas et la balance entre les deux familles. Donc on va parler de ce rapport entre les oméga-6 et les oméga-3, ensuite les sources des oméga-3 et les sources des oméga-6. Le rapport, donc la balance oméga-6 sur oméga-3, on dit qu'il faut pas plus de 4 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Pourquoi? Alors ça, c'est une valeur qui vient de l'humaine, ce n'est pas une valeur qui est publiée chez les animaux. Avant, on disait 5 pour 1, maintenant on dit 4 pour 1, et même actuellement en humaine, il commence à dire qu'on devrait être à seulement 2 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Pourquoi? Parce que les oméga-6 sont plutôt pro-inflammatoires et les oméga-3 plutôt anti-inflammatoires. Donc on veut seulement 4 fois plus, on va rester sur ce 4, on ne va pas encore passer au 2, parce que déjà si on atteint 4, on sera content. Ce qu'il faut savoir, c'est que le régime, le Western Diet, le régime actuel qu'on a nous, on est plutôt à 20 pour 1, 20 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Donc si déjà on atteint 4, on sera très content. Donc on veut cette balance pour équilibrer entre les pros et les anti-inflammatoires. On va voir après, en fonction des sources, vous allez comprendre pourquoi on a beaucoup plus d'oméga-6 que d'oméga-3 dans le régime. Alors, est-ce qu'on peut être plus bas? Oui, le régime naturel du chat, ça pour le coup, on a des publics qui nous disent que dans le régime naturel du chat, le rapport oméga-6 sur oméga-3 est entre 2 et 1 pour 1. Donc ce serait plutôt l'idéal à atteindre. Est-ce qu'on peut passer sous le 1 pour 1? Il y a des aliments qui le font, des aliments notamment pour l'arthrose, où il y a plus d'oméga-3 que d'oméga-6. Ça n'a pas l'air de poser de problème. On n'a pas de preuve que ça pose un problème. En pratique, voilà, on reste jusqu'à 1 pour 1. Déjà, c'est déjà très rare d'atteindre ça. Alors, les oméga-3, on va les trouver où? Dans le règne végétal, le plus connu, ça va être l'huile de colza, c'est ce qu'on utilise en ration ménagère. Donc, ça va nous apporter l'ALA, l'acide alpha-limonène. On va aussi les trouver dans les noix, dans les amandes, dans les noisettes, dans l'huile de lin, dans l'huile de cameline, je vais plus en louper, mais c'est essentiellement dans les graines de chia. Voilà pour le côté végétal. Et en version animale, ça va être les poissons gras. Les poissons gras, c'est sardines, maquereaux, harengs, saumon, thon, s'il n'est pas dégraissé, truites, et c'est à peu près tout. Après, on va le trouver aussi dans des algues et dans le krill, qui est une crevette, petite crevette antarctique. Voilà pour les sources d'oméga 3. Les oméga 6, on va les trouver où? Alors essentiellement dans l'huile de tournesol. Et là, c'est ça qui explique pourquoi on a actuellement dans l'alimentation humaine un rapport oméga 6 sur oméga 3 si déséquilibré, parce qu'en agroalimentaire, on utilise beaucoup l'huile de tournesol. Il y a eu quelques années où ils ont dit que l'huile de colza, c'était pas bien, on ne sait pas trop pourquoi, et depuis, ils utilisent énormément d'huile de tournesol. Vous regardez tous les produits transformés, c'est tout à base d'huile de tournesol, et l'huile de tournesol, c'est les oméga 6. Et du coup, ça fait un rapport très déséquilibré. Il y a très très peu d'huile de colza, beaucoup d'huile de tournesol, et on a une alimentation très riche en oméga 6. Et du côté des viandes, alors là, l'image n'est pas très bien choisie parce que c'est des jolis petits moutons dans de l'herbe.
Et les moutons à l'herbe, ils sont plutôt riches en oméga 3. Sauf que la réalité des choses, c'est que la viande que vous mangez, elle n'a pas mangé d'herbe, elle a mangé du maïs. Et le maïs, c'est riche en oméga 6. Donc les viandes qu'on mange sont aussi très riches en oméga 6 parce que le poulet, le cochon, le mouton, la vache, ils ont été nourris au maïs. Et comme on est composé de ce qu'on mange, et ben ces animaux, ils vont être composés d'oméga 6. Ils seraient composés d'oméga 3 si vous avez mangé de l'herbe ou si vous avez mangé des graines de lin. Maintenant, c'est quelque chose qui est connu et il y a des labels, alors Bleu Blanqueur en France ou Columbus en Belgique, qui nourrissent leurs animaux aux graines de lin et aussi à l'herbe et qui du coup garantissent des produits animaux riches en oméga 3. Donc ça fait des choses sympas. On a des œufs riches en EPA, DHA, un peu des œufs qui font office de saumon. C'est des choses trop intéressantes. Donc si jamais vous avez des poules chez vous, filez-leur des graines de lin ou des aliments labellisés Bleu Blanqueur pour avoir des œufs riches en oméga 3, pour rééquilibrer votre rapport oméga 6 sur oméga 3. Donc les recommandations en humaine, ça va être utiliser des huiles riches en oméga 3, donc l'huile de colza par exemple, pour vos salades, et cuisez à l'huile d'olive et n'utilisez pas l'huile de tournesol. Alors pareil, l'huile de pépin de raisin qui est très à la mode dans Top Chef par exemple, nutritionnellement c'est une catastrophe, très riche en oméga 6. Donc voilà, surveillez la teneur en oméga 6 et en oméga 3 des produits que vous utilisez. Alors, on va parler du coup des sources animales versus les sources végétales. Les sources végétales, donc on l'a vu, c'est les acides gras à 18 carbone, donc l'acide alpha-linoléique pour les oméga 3 et l'acide linoléique pour les oméga 6. C'est compliqué, il faut sembler, c'est pas facile à trancher. L'ALA et le LA. Donc ce sont des acides gras à chaîne courte. Alors c'est pas des vrais acides gras à chaîne courte, mais pour des oméga 3, pour des polyinsaturés, ils ont plutôt une chaîne plus courte. Et ce sont des acides gras essentiels. Donc on l'a vu, ils sont essentiels parce qu'on ne sait pas les synthétiser. Mais surtout, ils sont essentiels parce qu'ils ont un rôle en eux-mêmes dans l'organisme. Et ça, c'est important de le retenir. Parce qu'actuellement, c'est la grande mode de dire non, non, mais c'est des sources végétales, donc pour les animaux, ça ne sert à rien. Ils ne vont pas être utilisés, métabolisés, ils ne vont même pas être absorbés. Alors ça, c'est parfaitement faux. Ils sont absorbés. Alors, vous allez me dire, oui, mais dans leur régime naturel, ils ne mangent pas de végétaux, où est-ce qu'ils les trouvent? On les appelle les acides gras végétaux, mais on ne les trouve pas que dans le règne végétal. En fait, on les trouve aussi dans les viandes, mais dans du poulet, vous allez trouver de l'ALA, de l'acide alpha-linoléique, vous en trouverez. Mais comme ce n'est pas une source majeure, on préfère dire que ce sont des acides gras végétaux. Mais c'est un peu un abus de langage. Donc dans la nature, le chat et le chien trouvent ces acides gras, on pourrait dire à chaîne courte, du moins ces acides gras polyinsaturés à chaîne courte, à 18 carbone, ils les trouvent dans leur alimentation, ils les trouvent dans leur viande. Et parce que dans la nature aussi, ces animaux, ils ont mangé de l'herbe, ils n'ont pas été nourris au maïs. Comme actuellement c'est déséquilibré, on va leur fournir sous forme végétale. Et ils vont l'absorber. Et ils vont les métaboliser, ils vont les utiliser. Et ces acides gras ont un rôle en eux-mêmes, ils sont essentiels. Leur seul rôle, c'est pas d'être métabolisés en la version plus longue, en la version animale, en les BA-DHA pour les oméga 3. On pense souvent que voilà, les seuls utiles, c'est ceux de fin de chaîne, c'est les EPA-DHA, ils sont utiles, mais l'ALA est utile aussi en lui-même. Donc ça, c'est très, très, très important à faire comprendre à vos propriétaires. L'huile de colza, elle est indispensable, parce que souvent, ils vous disent, mais je mets des huiles de poisson. Super, vous apportez du EPA et du DHA, vous apportez la fin de chaîne, mais vous n'apportez pas le début de chaîne, qui est essentiel aussi. Donc c'est l'huile végétale dans tous les cas, et en plus, on peut rajouter des huiles de poisson pour apporter la fin de chaîne, c'est un plus, mais c'est jamais suffisant. Ça, c'est très important à retenir. Ceux à chaîne longue, ils ne sont pas essentiels, mais ils sont mal synthétisés. Donc il y a une notion de répondeur. Chez l'humain, il y a des gens qui synthétisent très bien, vous allez leur donner que de l'huile de colza, ils vont vous synthétiser le PADHA, ils n'auront pas de soucis, d'autres qui le feront beaucoup moins bien. Chez le chien, dans l'ensemble, c'est pas top. C'est 10% de conversion. Chez le chat, s'ils ne savent pas faire l'acide arachidonique, vraisemblablement qu'ils ne savent pas faire le PADHA aussi. Donc chez le chat, les nutritionnistes ont tendance à dire qu'ils sont essentiels. Alors après, c'est pas défini comme tel, mais ce serait amené à le devenir. Donc chez le chat, quand même, il faudrait toujours le rapporter sous forme animale, comme beaucoup de choses que le chat ne sait pas synthétiser à partir du végétal. Chez le chien, ils peuvent encore le faire à peu près eux-mêmes. Donc ils ne sont pas essentiels, mais c'est intéressant d'en apporter. Mais ils ne sont pas suffisants, je répète. Alors, maintenant qu'on a défini de quoi on parlait, on va voir à quoi ils servent. Donc, quels sont les rôles de ces oméga 3. Alors, leur rôle, si vous devez retenir un truc, c'est leur rôle anti-inflammatoire.
Moi, je les considère comme les pompiers de l'organisme. Et comme on a vu que dans l'ensemble, on avait tous un régime trop riche en oméga-6, donc tous un régime pro-inflammatoire, ils vont vraiment essayer de calmer le jeu. Donc, ils vont jouer un rôle dans les maladies inflammatoires, dans le métabolisme des lipides, un rôle très important dans la mutation, dans la croissance, et à la fin, on parlera des effets secondaires. Les maladies inflammatoires. Alors, je vous ai mis les urolithiases. C'est peut-être pas la définition idéale d'une maladie inflammatoire, quoique actuellement, ils seraient tous en train de dire, les internistes, que les urolithiases auraient une composante inflammatoire et qu'il y aurait une composante cystidiopatique dans chaque chose, mais peu importe. Urolithiase, maladie rénale, dermato, donc avec la barrière cutanée, arthrose et cancer. On va les faire dans l'ordre. Donc les urolithiases, à chaque fois que vous citez la publication, vous aurez les références de la publication en bas. Dans cette publication, on vous dit qu'un aliment avec 0,09% de pH et 0,18% de DHA diminue la densité urinaire, diminue l'expression de calcium dans les urines, donc l'expression de calcium qui prédispose au calcul d'oxalate de calcium, diminue le RSS scruvite. Alors le RSS, c'est quoi? C'est le ratio de sursaturation relative. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, ça diminue la cristallisation le risque de cristallisation des fluides. Et ça augmente la résistance à la formation d'oxalate. Alors ce qui est intéressant dans cette étude, c'est surtout que les doses utilisées sont des doses très correctes et qu'on peut retrouver dans des aliments que nous, on a, ce qui n'est pas trop le cas des autres études. Donc apporter de l'EPA et du DHA aurait un intérêt dans la prévention des cristaux et à des teneurs assez basses, entre guillemets, et du moins atténuées. Dans la maladie rénale, on a une étude qui vous dit qu'à 2,2% de PA et 2% de DHA, on a un effet de rénoprotection. Ça va diminuer la protéinurie et augmenter le débit de filtration glomérulaire. Donc ça, c'est génial, sauf que les doses, ce sont des doses énormes, là, pour le coup. L'aliment rénal le plus riche en EPA et en DHA qu'on ait, il est à 1% de chaque, donc moitié moins. Donc ça, c'est des doses où, en gros, vous donnez l'aliment le plus riche plus vous complémentez. Donc, ce qu'on sait, c'est que ça aide, ça a vraiment un effet bénéfique sur le rein, puisque de toute façon, il y a une composante inflammatoire dans la maladie rénale. Et en gros, le plus, le mieux. Après, voilà, on atteindra rarement ces doses-là, mais déjà, si on en donne, c'est déjà une bonne chose. Dans l'atopie, donc ils ont une étude montrant qu'à 410 mg de PA pour 10 kg et 249 mg de DHA pour 10 kg, ça permet de diminuer les doses de cyclosporine. Ils ont à peu près le même genre d'études sur les corticos. En revanche, pareil, c'est des doses astronomiques. Sur une complémentation habituelle, les gélules d'oméga 3 que vous avez chez vous et que vous prescrivez, ça fait une gélule pour 3,5 kg. Sachant qu'elles sont généralement conseillées à une gélule pour 20 kg. Donc déjà, ne suivez pas les recommandations sur les paquets, parce qu'elles sont, sur les boîtes, les compléments, elles sont généralement trop basses. Et en revanche, les doses des études sont très très hautes. Mais bon, on retient la même chose que pour la maladie rénale, ça peut aider. À des doses élevées, on va donner le plus possible. Et on fait ce qu'on peut, on atteindra rarement ces doses-là, sauf sur les petits animaux où on peut au final se permettre de bien doser. Dans l'arthrose, à des doses pareilles assez élevées, 450 mg de PA pour 5 kg, 100 mg de DHA pour 5 kg, on observe une diminution de la consommation d'AINS, une augmentation de la force verticale max, donc là c'est juste, il les faut marcher sur les tapis marche, et regarde l'appui, à quel point le chien appuie bien, et une augmentation de la qualité de vie. Voilà, des grosses doses qui sont efficaces. Ça, pour le coup, les aliments arthrose étant les aliments parmi les plus riches, voire les plus riches en oméga 3, avec un aliment arthrose bien dosé, je ne sais pas si on atteint exactement ces doses-là, mais on atteint des doses approchantes, donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Et c'est l'intérêt des aliments arthrose. Ils sont vraiment très riches. À comparer, ils ne sont pas tous autant, mais il y a vraiment des aliments qui sont très riches en EPA et DHA. Et enfin, le cancer. Donc, on a une étude assez sympa, parce que de mémoire, elle a été publiée dans un journal assez sérieux. Alors, c'est sur des chiens qui ont des lymphomes, qui sont soignés à la doxorubicine, donc ils ont une chimiothérapie. Mais si on ajoute des aliments donc, très riches en EPA et DHA, on augmente le temps de rémission et on augmente le temps de survie. Donc ça, c'est quand même très sympathique à savoir, que dans le cancer, on n'a pas grand-chose à faire. Pourquoi? Parce que le cancer aussi est un processus inflammatoire.
mais aussi parce qu'actuellement, il y a beaucoup de publiés en humaine sur les oméga-3 et le cancer. Ça diminue la carcinogénèse, ça diminue les métastases, ça lutte contre la cachexie cancéreuse. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, dans le cancer, n'hésitez pas. Souvent, on n'a pas grand-chose à faire. Ça peut être l'occasion de mettre un aliment à arthrose en expliquant aux gens que vous ne donnez pas un aliment pour l'arthrose, mais parce que c'est l'aliment où vous avez le plus riche en EPA, DHA. Il y a d'autres aliments qui sont riches que l'aliment arthrose, mais prenez l'aliment que vous avez le plus riche en EPA, DHA, et n'hésitez pas à donner ça, parce que vraiment, les oméga-3 ont un intérêt en cas de cancer. Dans tout ce qui est affection lipidique, les oméga-3 servent en cas d'hyperlipémie. Donc la recommandation en cas d'hyperlipémie, c'est d'avoir un régime pauvre en lipides, mais en revanche, parmi ces lipides, très riches en oméga-3. Donc les oméga-3, ils n'ont pas les mêmes propriétés que les autres lipides. C'est des lipides sympas. Donc même quand on a un problème de trop de lipides, on n'en veut pas beaucoup, mais on veut beaucoup d'oméga-3. Dans la lipidose hépatique, même principe, on ne veut pas trop de lipides, mais parmi ces lipides, beaucoup d'oméga-3, parce que les oméga-3 permettraient de faire sortir les lipides du foie, de faire le déstockage. Donc très intéressant. Dans l'obésité, plusieurs choses avec les oméga-3. Un, toujours la lutte contre l'état inflammatoire. Maintenant, on dit que l'obésité, c'est une maladie inflammatoire. En fait, le tissu graisseux est un tissu sécrétoire qui sécrète des cytokines, des médiateurs pro-inflammatoires. Donc, le tissu graisseux en excès va provoquer un état inflammatoire chronique. Première chose, on va donc lutter contre les conséquences de l'obésité en donnant des oméga-3. Mais mieux que ça, les oméga-3 auraient en plus des propriétés de lutte contre l'obésité en elle-même, au-delà des conséquences, parce qu'ils sont, en fait, ils augmentent la lipolyse, donc ils augmentent le déstockage des graisses, et ils diminuent la lipogénèse, ils diminuent le stockage des graisses. Donc c'est pas magique, c'est pas vous avalez des géos d'oméga-3 et vous maigrissez magiquement, mais en revanche, dans le cadre d'un régime, en donnant des oméga-3, on aide quand même. Donc pareil, les oméga-3, on n'en a pas encore parlé, il faut du temps pour que ça agisse. On a vu qu'il s'incorporait dans les membranes cellulaires. Alors, le temps que votre oméga-3 s'incorpore dans la membrane cellulaire, puis que quand on en a besoin, quand on va devoir synthétiser des molécules, on l'utilise, on dit qu'en gros, il y a 1 mois. Donc, vous donnez un aliment riche en oméga-3, vous verrez l'effet au bout d'1 mois. Ça, il faut bien prévenir vos propriétaires. Donc, c'est pareil dans l'obésité. Donc, on va reprendre parce que je n'ai pas abordé ce point. En fait, les oméga-3, ils servent à synthétiser les médiateurs inflammatoires. Donc, on les appelle les écosanoïdes. C'est des petites molécules qui vont servir à communiquer entre les cellules. Donc, les écosanoïdes, vous connaissez généralement les prostaglandines, mais il y a aussi les thromboxanes qui interviennent dans la coagulation. Et prostaglandines, thromboxanes, et j'ai un peu les leucotriènes qui font du chimiotaxis, donc qui attirent les leucocytes. Donc, en fonction de si c'est un oméga-3 ou un oméga-6 qui va servir à synthétiser ces écosanoïdes, ça ne va pas faire la même famille de prostaglandines, la même famille de leucotriènes ou la même famille de thromboxanes. Les oméga-6 vont faire des familles plutôt pro-inflammatoires et les oméga-3 plutôt des familles anti-inflammatoires. Donc en fonction de comment seront composées vos membranes, plutôt d'oméga-6 ou d'oméga-3, eh ben, vous n'allez pas avoir les mêmes médiateurs synthétisés et pas les mêmes réactions. Voilà pour cette petite digression, mais qui était importante à faire parce que j'avais oublié de la faire au début. Donc dans l'obésité, un intérêt à la fois pour la lutte contre les conséquences de l'obésité et dans la lutte contre l'obésité en elle-même. Dans le diabète aussi, un intérêt, on a des études qui nous montrent que chez le chat, ça augmenterait la sensibilité à l'insuline. Or, on sait que le diabète chez le chat, c'est une insulinorésistance, donc un intérêt d'utiliser des oméga-3 dans le diabète du chat. Dans la reproduction, ça c'est très important, dans le développement cérébral et la vision. On a une publi, je vous l'ai mis en haut de la diapo, là, qui nous dit que si on ne donne pas de DHA, et pour le coup, là, on sait que c'est le DHA en particulier. Pour les autres, c'est toujours EPA plus DHA. La seule situation où on sait que c'est un seul des deux et c'est le DHA, c'est dans la reproduction. Si on ne donne pas de DHA à la mère en gestation et au chiot ou au chaton quand il est petit, on a des problèmes de développement cérébral et de vision. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau et la rétine sont composés de DHA, de mémoire à peu près 40% de DHA. Donc c'est énorme. Donc si on n'en donne pas, on ne donne pas de quoi se développer au cerveau et à la rétine. Donc au final, les études elles montrent qu'en fait on a des chiots un peu plus débiles que la moyenne.
Donc, c'est pas que le DHA va les rendre plus intelligents, mais ça va leur donner tout le potentiel de développer leur intelligence, tandis que si on ne leur donne pas de quoi développer leur cerveau, forcément, ça va pas bien se passer. Donc ça, c'est très important à dire dans toutes les consultations de chiots et de chatons, mais aussi pour tous les gens qui veulent faire reproduire leur animal. L'important, c'est que dans l'aliment, ce soit écrit l'huile de poisson dans la composition pour être sûr d'avoir du DHA. C'est assez rare. Quand les gens donnent un aliment de grande surface, on a très peu qui incorporent des huiles de poisson. Pourquoi? Parce que c'est cher. Mais ça, c'est quelque chose à mettre en avant. On va dire c'est vraiment important d'en apporter. Il faut un aliment qui en apporte. Ou alors on complémente, mais dans l'idéal, si c'est dans l'aliment, c'est quand même bien plus pratique. Donc ça, la première chose qui est très importante. La deuxième chose, on a des pilules en humaine qui montrent que quand les mères sont supplémentées en DHA, enfin, en EPA-DHA, en huile de poisson, pendant la grossesse, puisque c'est en humaine, ça diminue la survenue d'allergies chez l'enfant et d'asthme. Et il y a des choses qui ont été reproduites sur l'atopie chez les bulldogs, chez le chien. Donc il y aurait un vrai intérêt parce que du coup, bah, voilà, ça va composer, ça va avoir des chiens avec des membranes plutôt anti-inflammatoires que pro-inflammatoires, composées d'oméga 3. Et donc ça va calmer le jeu de tout ce qui est inflammation, tout ce qui est allergie. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc si vous faites de la repos, n'hésitez pas à conseiller aux gens un aliment vraiment riche en huile de poisson pour toutes ces situations de reproduction. Alors, est-ce qu'on peut avoir des effets secondaires en donnant trop d'oméga 3? Donc, les oméga 3, il y a une safe upper limit. Safe upper limit, c'est quoi? C'est les recommandations du NRC, c'est le National Research Council. C'est des spécialistes qu'on a mis autour d'une table. On leur a dit, bah, fondez-nous des recommandations, des minima en dessous duquel les animaux meurent et des maxima au-dessus duquel c'est dangereux. Ils ont défini des maxima pour le PA et le DHA. Alors, on ne sait pas trop d'où ils sortent, ces maxima, parce qu'en fait, 2,8 grammes pour 1000 kilocalories, c'est très bas. Et c'est des doses, dans toutes les études, je vous ai dit, là, les doses, elles sont énormes. Toutes ces études sont au-dessus de cette safe upper limit et n'ont pas montré d'effet secondaire. Donc, en théorie, il y a une safe upper limit. Mais en pratique, elle date de 2006 et je ne suis pas sûre qu'elle sera reconduite à la prochaine version du NRC ou une autre assemblée, parce que toutes les études qu'on a vues depuis 2006, elles disent non, on a utilisé des doses astronomiques et les animaux vont bien. La chose dont les gens ont le plus peur, c'est le problème de coagulation. Moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit oui, mais quand je complémente en gélule, est-ce que j'arrête avant une chirurgie? Je leur réponds, quand vous avez un animal sous aliment arthrose, est-ce que vous arrêtez avant la chirurgie? On me dit, ben non, évidemment que non. Généralement, l'aliment arthrose, il est beaucoup plus dosé que ce que vous pouvez donner en complémentation. Si vous ne l'arrêtez pas avant une chirurgie, vous n'avez pas de problème de saignement, c'est qu'il n'y a pas de souci. Il y a eu une étude sur les effets secondaires des oméga 3. Pas de souci de saignement. Chez le chat, ils ont donné l'équivalent de 9 gélules de 1 gramme d'huile de poisson par jour à des chats pendant plusieurs mois, sans voir d'effet sur la coagulation. Donc vraiment des doses, bon courage pour faire avaler 9 gélules de 1 gramme d'huile de poisson par jour à un chat. Et il n'y avait pas de souci. Les seuls soucis qu'ils ont trouvés, en fait, c'est des soucis digestifs. Il peut y avoir de l'intolérance digestive, et dans ces cas-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On réduit la dose. Ou l'autre chose, c'est de passer à l'huile de krill, où c'est des oméga 3 qui ne sont pas fixés à des triglycérides, mais à des phospholipides, qui du coup sont un peu plus miscibles et ne surnagent pas au-dessus de l'estomac, ils vont être mélangés au contenu de l'estomac et peuvent provoquer moins d'intolérance. En gros, voilà, vous avez une intolérance digestive, soit vous baissez la dose, soit vous passez à une autre forme d'oméga 3 sous forme d'huile de krill, mais c'est un peu les seuls risques que vous ayez, pas de risque de coagulation, et les autres risques sont très théoriques. Et dans les études avec des doses que vous atteindrez quasiment jamais, ils n'ont pas eu de problème. Donc vous pouvez vous rassurer là-dessus, les effets secondaires, ce n'est pas vraiment un problème dans les oméga 3. Alors, on l'a vu au début, les doubles liaisons de ces acides gras polyinsaturés fait qu'ils sont sensibles. Donc on va voir comment on les conserve. Alors, ils sont sensibles à quoi? Ils sont sensibles à l'oxydation. L'oxydation qui va être due à quoi? À l'oxygène. Les deux grands ennemis des oméga 3, oxygène et la chaleur. Alors, comment on fait pour lutter contre la chaleur? C'est assez simple. Le foin. Donc ça, c'est à savoir, normalement, les compléments qu'on vend, les gélules et tout ça, on devrait les conserver au frais. Alors, on ne le fait pas en clinique, recommandez-le peut-être quand même à votre client, une fois que c'est ouvert, à conserver au frais, et même, je vous dirais, au congélateur. Parce que vraiment, la chaleur, ça va favoriser l'oxydation. Donc le problème de la chaleur, c'est ça, c'est aussi les bouteilles d'huile de poisson conservées à température ambiante, encore mieux au soleil,
Ça, c'est vraiment un problème. Il faut dire aux gens, c'est fragile, c'est à conserver au frigo et c'est à ne pas exposer à la chaleur ou au soleil. L'autre problème, c'est l'oxygène. Et l'oxygène, pareil, dans ces fameuses bouteilles d'huile de poisson très souvent vendues, c'est souvent des flacons pompe. Donc un flacon pompe, vous appuyez dessus, l'huile sort, qu'est-ce qui rentre de l'oxygène qui va faire bloc, 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 bloc dans votre huile et qui va tout oxyder. Donc ça, c'est une vraie catastrophe. Les oméga 3 sont très à la mode, les huiles de poisson sont très à la mode, mais les clients font un peu n'importe quoi, n'importe comment. Donc quand ils vous disent je complémente, ok, avec quoi? Si c'est une bouteille d'huile ouverte, ou pire en flacon pompe, conservée à température ambiante au soleil, ça, vous faites pire que mieux, c'est une catastrophe, vous allez donner des acides gras oxydés à votre animal. Souvent, il y a d'ailleurs des clients qui me disent ah non, mais il ne tolère pas l'huile. Alors, les animaux, et particulièrement les chiens, tolèrent très très bien les lipides, ils les digèrent hyper bien. Un chien de traîneau, un chien de travail, on peut nourrir qu'avec du gras, pas vraiment, mais avec beaucoup de gras, ça le passe très bien. Votre chien ne tolère pas les lipides oxydés. Et c'est parce que vous les conservez mal et que vous avez des formes qu'il ne faut pas utiliser. Sinon, ça se conserve au frais et c'est des flacons airless ou des gélules pour être à l'abri de l'oxygène. Les flacons airless, c'est vous appuyez, l'huile sort, mais il n'y a pas d'air qui rentre. Donc, soit c'est le fond qui monte, soit les flacons s'écrasent, mais dans tous les cas, il n'y a pas d'air qui rentre. Dans les croquettes, comment ils font? Il y a deux théories. Il y a ceux qui mettent les oméga 3 à l'intérieur de la croquette. Donc, pour faire une croquette, comment ça marche? Une croquette, c'est des farines qu'on mélange avec de l'eau et qu'on passe dans un extrudeur pour que ça sorte sous forme de chocapic. Et ensuite, le chocapic qui va être enrobé de facteurs d'appétence et de lipides pour faire la croquette. Donc, il y en a ceux qui mettent les oméga 3 dans la pâte à chocapic. Donc, je sais que par exemple, Royal Canin fait ça. Sauf que du coup, la pâte à chocapic, elle va être cuite dans l'extrudeur. Donc, vos oméga 3, ils vont être cuits, soumis à la chaleur. Donc, il y en a certains qui vont être dénaturés. Donc, ils sont obligés d'en mettre plus pour qu'à la fin, il y en ait suffisamment par rapport à ce qu'ils voulaient avoir dans leur aliment. Ils choisissent de faire ça parce qu'après, les oméga 3, ils sont dedans, ils sont à l'abri de l'oxygène. Et donc, ils vont mieux se conserver. Il y a d'autres pet fooders, de mémoire, Virbac et Dekra, je ne connais pas ce que font les autres, qui mettent les oméga 3 à température ambiante dans l'enrobage autour de la croquette en disant on les a mis à température ambiante, comme ça ils ne sont pas dénaturés, on ne va pas consommer plus. Après, en revanche, ces oméga 3 sont en contact de l'oxygène. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des paquets, les paquets sont sous atmosphère modifiée, et c'est des paquets qu'il faut conserver ouverts le moins longtemps possible. C'est pour ça qu'on dit qu'une conservation d'un paquet de croquettes, c'est 1 mois. C'est pour ne pas dénaturer les acides gras. Donc votre paquet, une fois qu'il est ouvert, il faut dire aux gens, alors déjà on le referme correctement, on ne le met pas non plus en plein soleil, et on le conserve 1 mois. Si vous voulez le conserver plus longtemps parce que vous achetez des gros paquets pour un animal qui ne mange pas tant que ça, et bien vous congelez. Parce que oui, on peut congeler des croquettes, et ça se congèle par tranche d'1 mois. Vous savez ce que vous consommez sur 1 mois, vous congelez par paquet d'1 mois. Et on ne met jamais des croquettes dans des poubelles, enfin des récipients en métal, parce que le métal est pro-oxydant, donc ça va vous oxyder vos acides. Donc, pour les croquettes, voilà comment ça marche. Ensuite, les suppléments, on les donne soit en gelée, soit en flacon airless. Et ces suppléments, comme d'ailleurs dans les croquettes, pour éviter l'oxydation, il y a deux stratégies. Soit on utilise la vitamine E, qui est un antioxydant, mais qui, à forte dose, pourrait devenir pro-oxydant. Soit, maintenant, on est en train de dire que ce qui serait mieux serait d'utiliser le romarin comme antioxydant parce qu'il n'aurait pas cet effet pro-oxydant à forte dose. En complément, je n'ai encore jamais eu de complément avec du romarin. Si jamais vous en trouvez, n'hésitez pas à me le dire. En croquette, il y en a qui utilisent le romarin comme antioxydant, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, pour ce qui est à venir pour la conservation, au frais, à l'abri d'oxygène, pas de flacon, pompe, et dans l'idéal avec du romarin. Et les croquettes, on les conserve 1 mois. Alors, maintenant, on va parler de l'impact écologique, parce que c'est la deuxième chose qui me tient à cœur après la nutrition. Donc, nutritionnellement, les oméga 3, vous l'aurez compris, je pense, à ce stade, c'est génial, on en veut tous, c'est merveilleux. Sauf que ça a quand même un impact écologique hyper important. Actuellement, on pêche des poissons juste pour les crosser, pour faire des huiles de poisson, à cause de l'engouement que ça a au niveau international, et même en humaine, hein, c'est la grande mode des oméga 3, il y a eu énormément de publis montrant l'intérêt des oméga 3. Donc tout le monde en veut, donc on est en train de vider les océans pour se servir en oméga 3, et c'est vraiment problématique. Donc, comment faire? Alors, la première chose, il existe des labels qui garantissent qu'on a été un peu moins cochon que les autres, qu'on n'a pas été chaluté en eau profonde et pris des espèces
qu'il fallait pas prendre, des choses comme ça, donc des labels on essaie de faire au mieux, donc ça c'est déjà un premier pas. La deuxième chose à l'avenir, c'est qu'on est en train de développer des sources alternatives à base d'algues. Donc jusqu'à présent, les algues n'étaient connues que pour apporter du DHA. J'ai récemment vu une publication passer disant qu'il y avait des algues qui pourraient produire EPA et DHA, donc c'est prometteur. Et l'EPA, pareil, dans une publication, pourrait être produire à partir de levures, pour le coup des levures OGM évidemment, puisque les levures de l'EPA, c'est pas naturel, mais dans les boîtes de pétri. Ça pourrait être intéressant pour avoir des oméga 3 fish free et ocean friendly. Donc, quand même important parce que le jour où on aura développé l'océan de tous leurs poissons, on n'aura plus d'oméga 3. Donc, quand même à réfléchir. Donc, si ça vous intéresse, c'est un aspect à réfléchir. Enfin, les doses. Donc, les doses recommandées, on les a vues, elles sont énormes. C'est entre 50 et 220 mg par kilo. Donc, pour les compléments que vous avez l'habitude d'utiliser en clinique, regardez à quoi ça correspond. Mais même à 50 mg par kilo, ça fait des gélules pour, quand vous avez peut-être 3 kg 5 quand elles sont recommandées à 1 pour 20 ou 1 pour 10. Moi, en pratique, j'utilise, alors, c'est ma pratique, hein, c'est pas pour autant que c'est la bonne chose à faire et peut-être qu'elle sera amenée à changer, mais je vous dis actuellement ce que je fais. J'utilise les gélules à une gélule pour 7 kg 5, 7 kg, 7 kg. À peu près à la bouche, une gélule pour 7 kg. Et quand ça passe trop haut, pour des grands chiens, donne de l'Omacor, O-M-A-C-O-R. En pharmacie, c'est de l'humaine, c'est de l'EPA et DHA purifié d'humaine, une gélule pour 30 kg. Voilà comment j'utilise. Moi, je préfère d'expérience utiliser des aliments riches déjà en EPA et DHA plutôt que de complémenter. Parce que, déjà pour une question de savance, les gens complémenter, c'est quand même compliqué. Les chats, donner des gélules, c'est compliqué. Percer les gélules sur l'aliment, c'est fastidieux, ils ne le font pas au long terme. Après, en huile, en pression, pourquoi pas. Mais je préfère me dire, tout est dans l'aliment. En plus, je trouve que les études sur les aliments montrent qu'ils sont assez efficaces. Les études sur les compléments peuvent être un peu disparates parce qu'on a peur de l'oxydation dans les compléments, notamment pour la conservation et tout ça. Donc, voilà, mon avis est que je préfère donner sous forme d'aliments. C'est pas evidence-based medicine, donc vous faites ce qui vous semble bien. Regardez quand même les doses à donner, c'est quand même assez élevé, ne vous fiez pas aux doses recommandées. Donc l'aliment le plus riche possible. Après, c'est vrai que vous serez amené dans un aliment, vous n'aurez pas l'aliment idéal qui apportera tout ce que vous voulez au niveau protéines, phosphore, PADHA, donc vous serez parfois amené à complémenter vos aliments. Tant que vous faites au mieux avec les connaissances que vous avez, du coup, bah, voilà, je recherche des oméga 3 et je vais faire comme ça. Donc là, vous avez les doses à peu près recommandées dans chaque maladie d'après la publication de Bauer, qui est une trentaine des oméga 3. Et regardez, les doses sont toujours données en EPA plus DHA. Alors, souvent, je veux dire parfois, mais souvent, les pet fooders vous donnent soit la dose d'EPA, soit la dose de DHA, soit la dose d'EPA plus DHA, soit juste oméga 3. Donc ça, c'est important d'aller leur demander parfois, ne serait-ce que pour pouvoir comparer des aliments, parce qu'il y en a un qui donne EPA, l'autre DHA, vous ne pouvez pas comparer. Demandez EPA plus DHA pour pouvoir déjà comparer les aliments entre eux et pour savoir parce que vous, vos recommandations, elles sont en EPA plus DHA. Et quand ils vous donnent juste oméga 3, et ben c'est pas suffisant. Parce qu'oméga 3, ben, ça peut être de l'huile de colza, par exemple. Et l'huile de colza, ok, c'est intéressant, il en faut. Il faut de l'acide alpha-linolénique, mais on sait que ça ne va pas forcément être bien converti en EPA plus DHA. Donc oui, il vous faut les oméga 3 dans l'aliment. Oui, il vous faut le rapport oméga 6 sur oméga 3 de l'aliment, dire est-ce que mon aliment il a un rapport plutôt pro-inflammatoire au-dessus de 4 ou plutôt correct en dessous de 4, voire idéal entre 1 et 2. C'est une information importante à avoir. Il est important ce rapport, mais il n'est pas suffisant. Parce que si c'est juste un rapport entre des oméga 3 végétaux et des oméga 6 végétaux, ben, ce sera moins intéressant et vous ne pourrez du moins pas vous prévaloir de tout ce qu'on voit dans les études en disant waouh, c'est génial, ça va lutter contre l'obésité, ça va aider contre le cancer, ça va avoir un effet sur les cristaux, ça va avoir un effet dans la copie. Ça, c'est valable que pour les oméga 3 animaux. C'est toujours EPA plus DHA dans l'étude. Donc, votre oméga 3, si l'aliment ne vous dit que oméga 3, ça ne vous dit rien. Après, vous pouvez regarder dans les ingrédients. Déjà, c'est écrit huile de poisson. Vous savez qu'il y a de l'EPA et du DHA, vous ne connaissez pas la dose. N'hésitez pas à demander les doses. Je pense qu'il faut qu'on exige plus de transparence de nos pet fooders sur les doses d'EPA plus DHA dans chaque aliment pour qu'on puisse comparer aux études et les aliments entre eux. Donc voilà, ça c'était ma petite plaidoirie finale. Embêtez vos pet fooders, demandez-leur les infos, exigez de la transparence et on avancera mieux en nutrition.
J'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris des choses. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Merci à vous.